Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en pleine forme et j'ai l'honneur de accueillir Ouda Amira. Salut Ouda. Salut, je suis hyper heureuse aussi d'être là et de partager Merci en tout avec cas, vous merci d'avoir ce accepté sujet l'invitation. Alors, avec grand Ouda, on se plaisir. connaît depuis pas mal de temps, Oui, un petit peu comme Bettina. Bettina disait ça fait 10 ans. Alors, je sais pas, je pense que ça fait un moment vraiment qu'on se ouais. connaît. En tout cas, voilà, il fallait que tu sois là à la semaine de la motivation, c'était normal. Alors, qui est Ouda? Ouda Amira est coach et mentor spécialisé dans les relations amoureuses. C'est bien ça? C'est ça, Ok. exactement. Et là, je vais te donner en fait trois mots Mhm. qui te correspondent. Donc, j'ai demandé à une de tes amies, tu Ah, vas dire qui c'est? Et, j'ai dit, voilà, donne-moi trois mots qui représentent Ouda. Le premier, c'est comme cœur, un grand cœur, et je peux confirmer. waouh. Ensuite, le F, force, Ah, et ensuite le R de résilience. yes. Donc le cœur, Ouais, force, la force. résilience. Ah, quand tu mets ça ensemble, là, ça fait une bonne puissance. En tout cas, voilà, donc cœur, force et résilience. Eh ben, je te laisse toute la place, vas-y, c'est à toi. Moi, je me mets Merci, à l'écart merci. et puis je reviens tout à l'heure. Merci Maxime, merci pour ton invitation et je suis tellement, tellement, tellement heureuse de partager ce sujet. Et effectivement, comme tu as dit, ces trois mots me définissent bien, cœur, force et résilience. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, eh bien, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de cœur, d'amour, de force et de résilience, surtout si vous avez vécu des relations toxiques ou si vous êtes en train de vivre une relation toxique. Donc aujourd'hui, ce que je vais aborder avec vous, ce sont les comportements toxiques dans une relation de couple, comment les détecter, comment les identifier, et surtout, parce que c'est facile des fois de les détecter, mais des fois on ne sait pas toujours comment s'en sortir, c'est également comment sortir de ça, comment défaire en fait ces fonctionnements toxiques. Euh, Ce que je voudrais juste préciser avant de commencer, c'est d'abord de prendre vraiment un temps dans le calme, avec un carnet, parce qu'il y aura certainement des choses qui vont vous intéresser, que vous allez avoir envie de noter. Notez également vos questions que vous allez pouvoir poser aussi et que je pourrai aussi répondre. Euh, et effectivement aussi également un verre d'eau, du thé, ce que vous voulez, mais en tout cas, relax. Parce que c'est un sujet qui peut voilà, faire remuer des choses, faire remonter des choses anciennes, des souvenirs peut-être douloureux ou des expériences, des expériences de souffrance. OK? Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que tout ce que je vais expliquer, quand on parle de fonctionnement toxique, ça peut être un fonctionnement chez toi qui me regarde, mais ça peut être aussi un fonctionnement chez ton partenaire. D'accord? Donc, quand c'est chez toi, ce que je voudrais vraiment que tu saches, que la première étape, c'est déjà prendre conscience. La deuxième chose, c'est de surtout pas se culpabiliser. Ça n'arrange rien. Se culpabiliser, c'est juste remuer le couteau dans la plaie et rester dans son état sans changer. Ce qui va créer le changement, c'est de se sentir responsable, de savoir qu'on est responsable. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, mais responsable. Parce que si aujourd'hui, toi, tu as un fonctionnement toxique ou un comportement toxique, c'est qu'il y a une addition de choses de par ton éducation, de par ton environnement, de par tout ce que tu as pu vivre, et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça crée chez toi un comportement toxique. Et très souvent, beaucoup de personnes ont un comportement toxique de manière inconsciente. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de détruire leur couple. Et ces personnes-là sont en train de se comporter d'une manière qu'elles n'auraient pas voulu. Mais il y a quelque chose de plus fort. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de te dire, mais c'est plus fort que moi, je ne sais pas pourquoi. Une fois que, je sais pas, mon mari, ma femme me parle, je m'énerve, je commence à crier, je suis dans tous mes états et je n'arrive pas à m'arrêter. C'est normal si tu as vécu des traumatismes. D'accord? Donc, te culpabiliser va juste te ramener plus bas. Première chose, c'est prendre conscience et te dire, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est résolvable.
c'est possible de s'en sortir, c'est possible que ça change. La guérison intérieure pour changer son comportement toxique, c'est possible, d'accord? Alors, peut-être que tu vis ou que tu subis un comportement toxique de ton mari ou de ta femme, eh bien, là, c'est pareil également. Ne te sens pas coupable. Tu ne mérites pas de subir ce genre de comportement, mais il y a une possibilité pour que vous puissiez vous en sortir tous les deux. OK? Alors, je vais donner vraiment plusieurs précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de comportement toxique aussi dans un couple, c'est que probablement c'est quelque chose qui a été répétitif. C'est quelque chose que peut-être tu as vécu déjà avec tes parents, dans la famille, dans le cercle familial. Peut-être que tu l'as vécu aussi dans tes premières relations, quand tu as commencé à apprendre à être en relation. Peut-être que c'est quelque chose que tu vis aussi au boulot, au travail, et en plus dans le couple. D'ailleurs, très souvent, et moi je le vois même au niveau professionnel, très souvent quand une personne a un comportement toxique dans le milieu professionnel, quand on creuse un petit peu, on se rend compte en fait qu'elle vit aussi une relation toxique au point de vue amoureux. Donc, le comportement toxique ou la relation toxique, c'est quelque chose qui peut être répétitif et généralisé. Qui peut, hein, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais ça se peut. Autre chose, je fais ici la différence et je vous supplie, s'il vous plaît, de ne pas venir ramener et mélanger tout ce qui peut se dire sur Internet. Ici, je vais parler de comportement toxique. Je ne parle pas de pervers narcissique parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un comportement toxique qu'il est un pervers narcissique. D'accord? Et aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur le pervers narcissique. C'est une pathologie psychologique, c'est plutôt une maladie. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais sinon, les comportements toxiques, tout le monde peut les avoir. Tout le monde. Donc, il ne faut pas dire que vous êtes épargné, que tu es épargné, que ton partenaire ou ta partenaire est épargné. C'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et de changer ça. Donc voilà, en réalité, c'est ce que j'insistais vraiment, en réalité, ce n'est pas ta faute. Donc, tu n'as pas à être coupable parce que ce n'est pas ta faute, c'est vraiment l'emmagasinement de tout ce que tu as pu vivre auparavant. Alors, premièrement, pour commencer, c'est quoi un comportement toxique? Déjà, pour l'identifier. Eh bien, un comportement toxique, quand on dit toxique, ben, ça vient de quelque chose où il y a du poison, quelque chose qui étouffe, quelque chose, ben, quand c'est toxique, ben, on meurt. On est d'accord. Si tu manges quelque chose de toxique, tu te retrouves aux urgences, tu te retrouves à faire une détox, tu te retrouves à, voilà, ils doivent te laver l'estomac, les intestins, etc., pour ne pas mourir. Mais si tu attends un petit peu de temps, et ça c'est important aussi de parler du timing, c'est que quand tu manges quelque chose de toxique, il faut agir tout de suite pour pouvoir te sauver. Si tu restes longtemps avec le truc toxique dans ton corps, ben, tu risques de mourir. Et c'est pareil avec les comportements toxiques. Il faut agir très, très vite. Il ne faut pas laisser les choses s'envenimer. Parce qu'un comportement toxique qui commence au début par quelque chose de très petit comme une insulte, comme une menace, comme voilà, faire du chantage, de la manipulation, eh bien, ça peut commencer une fois comme ça. Si tu es dans une relation où ça a commencé comme ça et que tu n'as rien dit, que tu n'as pas mis tes limites, que tu n'as pas été clair pour refuser ce comportement, eh bien, c'est un comportement qui va se répéter, mais en même temps grandir. C'est une spirale, en fait, c'est une spirale qui monte et qui grandit au fur et à mesure. Quand tu permets à ton partenaire ou à ta partenaire de un jour t'insulter sous le coup de la colère, ben oui, tu peux, voilà, tu peux l'excuser en te disant ben, elle était en colère, etc. Mais il y a une différence entre excuser et justifier. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, la personne elle était sous la colère, mais cela n'excuse pas en fait. Ça peut justifier pourquoi elle a parlé comme ça, c'est qu'elle était sous l'effet de la colère, mais excuser, non. Elle a le droit d'être en colère, mais elle n'a pas le droit de t'insulter
ou de te crier dessus, ou de te taper, ou de te menacer, ou de te manipuler, etc. Et si toi, tu ne mets pas les limites maintenant, ce qui va se passer, c'est que la personne, ben, en fait, tout ça, c'est cérébral, c'est au niveau des neurosciences. La personne, elle peut emmagasiner qu'elle a le droit de répéter. D'accord? Donc, ce comportement toxique, donc un comportement toxique, c'est un comportement qui nuit à la relation. Donc, c'est un comportement, bien sûr, qui est, donc, comme j'ai dit, si on peut le définir, ça peut être des insultes, des menaces, etc., du chantage, de la manipulation, ça peut être vraiment quelque chose aussi de très fin, euh, comme de la bienveillance, en fait, de la fausse bienveillance. Par exemple, quelqu'un qui te dit tous les jours, qui te dit, ben, quand même, là, tu aurais dû quand même plutôt parler comme ça. Ou, par exemple, une personne qui te fait des remarques sur comment tu t'habilles, mais tous les jours. Et en fait, quand la personne te fait des remarques, elle te fait des remarques sous une forme de bienveillance, genre, je vais te montrer comment faire parce que toi, tu ne sais pas trop comment faire. Donc, quand c'est fait une fois, ça peut arriver, c'est maladroit, c'est tout. Mais quand ça se fait tous les jours, 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 il y a un moment, ce qui se passe, c'est que 6 mois après, tu te retrouves avec un manque d'estime de toi horrible. Parce que quelqu'un t'a dit tous les jours que tu avais des bourrelets, ou que tu ne t'habillais pas bien, ou que tu ne parlais pas bien, ou que... alors que c'est juste une petite remarque. D'accord? Et ça, c'est un comportement toxique. Alors, j'ai voulu vraiment vous montrer les deux extrêmes. Un comportement toxique, ça peut être de la violence physique, d'accord? Là, c'est apparent, la violence physique, on la voit, c'est apparent, mais ça peut aussi être de la violence psychologique. Et quand on parle de violence psychologique, c'est pas que des insultes, etc., mais ça peut être aussi des petites injections, injections de remarques tous les jours. Ça peut être aussi même l'absence de quelque chose de positif. Par exemple, si tu es avec un conjoint, et ça, c'est quelque chose vraiment que je rencontre le plus dans mon cabinet, c'est la question de femmes, c'est surtout des femmes, malheureusement, voilà, j'ai surtout des femmes qui, en fait, vont venir me voir parce que leur mari ne leur dit jamais « je t'aime ». Donc, le mari, c'est pas forcément, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas forcément une personne toxique, mais le fait de ne pas, de s'empêcher d'exprimer l'amour parce que cette personne-là, parce qu'au final, après, quand on fait la thérapie, etc., ben, voilà, de quoi je me rends compte? Ben, je me rends compte qu'en fait, cet homme-là, par exemple, ben, il n'a jamais reçu de je t'aime dans son enfance. Voilà, ses parents ne lui ont jamais dit je t'aime. Il n'a jamais été pris dans les bras. Et donc, ce qui se passe, c'est que, ben, en fait, il ne s'est pas donné ça. Mais par contre, là où ça devient toxique, c'est que quand la femme, elle exprime ce besoin, elle dit qu'elle a besoin, en fait, de se sentir aimée, elle a besoin, enfin, de se sentir aimée, ça, c'est à elle de le travailler, mais c'est surtout qu'elle a besoin d'entendre un je t'aime, elle a besoin d'être prise dans les bras. Eh bien, le partenaire, son devoir, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire un travail sur lui-même pour faire ces gestes-là, parce que ça coûte rien de dire je t'aime, c'est pas quelque chose qui demande un travail phénoménal. Mais juste, voilà, c'est des habitudes à prendre. Comment on s'habitue à arrêter de boire le café ou voilà, ben, on s'habitue à dire je t'aime peut-être une fois le matin, une fois le soir. C'est le minimum, voilà. Donc, des choses comme ça. Mais quand l'homme, dans cette situation-là, puisque c'est la femme dont je parle ici dans l'exemple de ce couple-là, l'homme, en fait, ignore les demandes de sa femme. Il les ignore. Et quand il les ignore, ben là, on tombe dans un comportement toxique. Donc, vous voyez que le comportement toxique peut aussi être l'ignorance, peut aussi être l'indifférence, peut aussi être, vous savez, être indifférent envers son partenaire, c'est quelque chose qui peut être mortel. Et donc, j'ai des femmes qui sont là, au bord du suicide, en pleine dépression, parce que leur partenaire ne leur dit pas je t'aime. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça peut vraiment être nuisible et que ça fait 20 ans, 30 ans qu'elles disent, qu'elles demandent ça et qu'elles ne peuvent pas l'avoir. Donc voilà, c'est le comportement toxique, c'est juste pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. C'est vraiment un panel. Je ne peux pas vous dire c'est ça le comportement toxique. Il y a même des comportements toxiques que
il y a juste votre intuition qui vous le dit. C'est juste votre intuition, ton intuition qui te dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai besoin que je comprenne, j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de mettre des limites. D'accord? Alors, ce qui est important ici aussi à soulever, c'est... Alors, il y a un petit bug dans mon... Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais surtout vous aider, c'est de savoir aussi quels sont les comportements toxiques et d'où ils viennent. Donc, moi, en vous expliquant d'où ça vient, je vais donner des exemples pour vous aider justement à comprendre est-ce que toi aussi, vous aussi, des fois je dis vous, des fois je dis toi, en tout cas, vous prenez les deux. Dans les deux cas, tu es concerné. Donc, c'est... qu'est-ce que je disais? Donc ici, le but, c'est qu'au fur et à mesure que je t'explique pourquoi, en fait, on peut avoir des comportements toxiques, ça va t'aider aussi, avec mes exemples, à comprendre si toi aussi, tu as des comportements toxiques, parce que tu pourrais les avoir sans te rendre compte, OK? Alors, il y a 4 axes, 4 raisons, 4 causes des comportements toxiques. Et ce sont ces 4 axes sur lesquels je travaille. D'ailleurs, je travaille dans mon cabinet. Donc, je vais faire juste une petite parenthèse parce que je n'ai pas pris le temps de le dire au tout début. Donc, moi, je suis Ouda Amira sur les réseaux. Mon nom de famille, c'est Ouda Essoufi. Voilà, sur Internet, si vous me cherchez. Donc, mon site web, c'est oudaessoufi.com. Et donc, en fait, moi, j'accompagne soit les célibataires ou les personnes en couple ou les couples ensemble pour réparer leur couple, pour pouvoir guérir, pour pouvoir sauver leur couple, transformer leur couple, mais également pour les personnes célibataires qui recherchent en fait à être en couple, qui aimeraient d'abord apprendre à s'aimer pour pouvoir en fait avoir une relation amoureuse saine. OK? Et donc, je travaille d'une manière au cabinet. Donc, c'est pour ça que les exemples que je vais vous donner, ça va être des exemples qui viennent aussi des personnes que j'accompagne, bien sûr, en tout anonymat, que je vais donner des exemples. Et en même temps, aussi, j'accompagne en ligne pour l'international. Donc, moi, je suis située en Belgique. Et au niveau international, j'accompagne en ligne. Donc, j'ai des programmes de coaching, des programmes d'accompagnement de 3 mois ou de 6 mois dans lesquels je travaille sur les axes que je vais vous citer. Donc, c'est pour ça que c'était très important de vous dire que ces axes-là, c'est vraiment des axes importants qu'il faut travailler si on veut se débarrasser des comportements toxiques, que ce soit si c'est nous qui le faisons, si c'est toi qui as ces comportements-là, ou même dans le cas que c'est toi qui subis. Parce que pour que tu puisses ne plus subir ces comportements-là, quand je dis ne plus subir, ça ne veut pas dire se séparer. Ne plus subir, c'est déjà ne pas les vivre comme des comportements toxiques. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, en fait, te créer une sorte de stratégie, une sorte de carapace pour que ça ne t'atteigne plus. Et du coup, ça va donner la possibilité à l'autre de changer aussi. Parce que tant que ça t'atteint, eh bien, l'autre, il arrive à ses fins. Même si son objectif réel n'est pas de te nuire. Mais quand je vais parler de ses fins, en fait, ce sont ses fins à lui au niveau de ses blessures et de ses croyances, de ses peurs. Je disais, vous allez tout comprendre dans les explications que je vais vous donner parce qu'il y a l'objectif conscient, c'est-à-dire que l'objectif conscient, c'est que toi et ton partenaire ou ta partenaire, vous voulez vivre une vie de couple harmonieuse, heureuse, où tout va bien. Mais par contre, à cause de ces 4 axes, à cause de ces 4 axes que je vais vous partager, eh bien, malheureusement, vous pourriez avoir des comportements qui nuisent à votre relation. D'accord? Et du coup, là, il y a un objectif inconscient. L'objectif inconscient, c'est des fois d'être rassuré, d'être aimé, d'avoir de la reconnaissance, de combler ses besoins, etc. OK? Alors, on va rentrer dans le cœur de cette masterclass, de cette conférence. C'est les 4 axes. Alors, le premier axe, c'est les blessures. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler des blessures à gauche, à droite. Mais je vais vous donner juste une définition rapide pour si au cas où tu ne les connais pas. Alors, les blessures, il y en a 5. 5 que je peux réunir sous l'acronyme TRAHI. Donc, le T pour trahison, le R pour rejet,
A pour abandon, H pour humiliation et le I pour injustice. Donc, ces 5 blessures, c'est quoi? Ce sont des interprétations. Des interprétations. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a blessé quand tu étais petit, mais c'est l'interprétation que tu as donnée à un événement que tu as vécu quand tu étais petit. D'accord? C'est pour ça que le même événement, on peut lui donner 5 interprétations. Le même événement, il peut être vécu comme un abandon, un rejet, une trahison, une injustice ou une humiliation. C'est pour ça que les blessures, ça t'appartient. Personne n'a le droit de te juger par rapport à tes blessures. Si toi, tu te sens abandonné ou rejeté à tel ou tel moment, c'est ton droit. La seule chose, c'est que la personne qui a des blessures n'a pas le droit de tenir responsable quelqu'un d'autre. Et c'est ça, en fait, le comportement toxique, principalement dans un couple, c'est que quand on arrive en couple, en fait, on vient avec nos blessures. D'accord? Pour définir un petit peu les blessures, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout, l'abandon, se sentir abandonné, ça arrive souvent quand le parent du sexe opposé n'est pas présent dans la vie. Donc, soit il disparaît physiquement, soit il est présent physiquement, mais il est absent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de démonstration d'amour. Donc, l'enfant, à ce moment-là, toi, tu as dû te sentir abandonné à ce moment-là. Donc, quand je dis le parent du sexe opposé, c'est-à-dire que pour une femme, c'est quand c'est le père qui part, qui s'en va. Donc là, elle a vécu un abandon. Et quand c'est un homme, c'est quand c'est la mère qui s'en va. Et donc là, c'est un abandon. D'accord? Tandis que le rejet, il ressemble un peu, mais ce n'est pas la même chose. En fait, l'abandon, la différence entre l'abandon et le rejet, c'est que l'abandon, c'est je m'en vais, je disparais, c'est tout. Et toi, tu restes avec tes questions. Mais pourquoi l'autre disparaît? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien, de mal? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Le rejet, non. Le rejet, c'est je disparais, je m'en vais à cause de toi. Parce que tu n'as pas été sage, parce que tu n'es pas gentil, parce que ceci, cela. Donc, en fait, le rejet, c'est vraiment la personne t'abandonne, mais tu ne restes pas dans les questions. La personne, elle exprime que c'est à cause de toi qu'elle t'abandonne. Donc là, ça se transforme en rejet. Et le rejet, selon les scientifiques, le rejet se fait par le parent du même sexe. Donc, pour une femme, eh bien, le rejet vient de sa maman. Pour un homme, le rejet vient de son papa. Pourquoi? Parce que la femme va vouloir s'identifier à sa maman, elle va vouloir en fait créer et former sa personnalité à travers la maman. Et quand la maman va commencer à lui faire des reproches, tu es grosse, tu manges trop, tu as vu comment t'es, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas te tenir, t'as vu les notes que tu as, mais tu es une ratée, tu ne vas jamais réussir, etc. Ben, en fait, la femme va se dire, mais en fait, je ne serai jamais à la hauteur pour ma mère, donc je ne suis rien. Le rejet, c'est une blessure qui est très, 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 très douloureuse. Et on peut dire que c'est la plus répandue et c'est la plus dure aussi à travailler, à guérir. Pour l'homme, c'est pareil, l'homme avec le père. Donc, un garçon déjà tout petit, il a envie de ressembler à son père, il a envie que son père soit fier de lui. Voilà, il va jouer au foot avec lui, il veut lui montrer ses exploits, il veut lui montrer ce qu'il arrive à faire. S'il est face à un père, et là je le retrouve souvent chez les personnes que j'accompagne, mais qui ont eu un père militaire, par exemple. Quand j'ai un homme qui vient me voir et qui me dit, voilà, ma femme est partie parce que, je vous ai dit tout à l'heure, les femmes, elles viennent parce que souvent leur mari ne leur dit pas je t'aime, mais j'ai aussi souvent des hommes qui viennent parce que la femme est partie. Donc malheureusement, les hommes vont réagir, je ne généralise pas bien sûr, mais souvent, en fait, les hommes réagissent quand la femme est déjà partie, quand la femme, elle a vraiment tout essayé, elle est déjà partie, donc ils viennent en thérapie, enfin en coaching, pour pouvoir trouver en fait l'explication et surtout changer ce qui ne va pas en eux. Et donc, souvent, je suis confrontée à un homme qui va me dire, voilà, moi, mon père, c'est un militaire ou il a été éduqué à la militaire. Et du coup, en fait, ces hommes-là peuvent être confrontés à un papa qui pour qui c'est jamais assez. Donc, un papa très exigeant, un papa qui met la barre très haute, un papa qui va toujours être dans le dénigrement parce que pour lui, c'est jamais assez. Et souvent, ces papas-là, en fait, ils ont une bonne intention.
quand je dis souvent, ben voilà, encore une fois, je ne généralise pas. Vraiment, tout ce que je dis, ce n'est pas une généralisation, ce n'est pas une généralité, mais c'est vraiment pour illustrer. Ces papas-là, d'ailleurs les mamans aussi, elles n'ont pas forcément l'intention de nuire. Des fois, ils ont l'intention de donner le coup de boost, de donner la niaque pour que l'enfant puisse réagir. Mais en fait, ils ne comprennent pas que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est en donnant beaucoup d'amour aux enfants que les enfants vont grandir sans blessure. Mais voilà, même quand je dis sans blessure, c'est utopique parce que tout le monde a des blessures et c'est normal. OK? La seule chose, c'est que est-ce que tes blessures, c'est celles qui te dirigent ou est-ce que c'est toi qui diriges ta vie? Parce que ça, c'est important. Si tu laisses tes blessures te diriger, ben, tu vas avoir des comportements toxiques, tu ne vas pas pouvoir avoir des relations saines, tu vas avoir une mauvaise communication et voilà, les gens vont te fuir et tu ne vas pas pouvoir vraiment être bien avec les autres. D'accord? Donc, les 5 blessures. Quand on a l'abandon, le rejet, là, j'ai expliqué le rejet. Alors, l'humiliation, ben, l'humiliation, elle peut être vécue en même temps que le rejet. Quand j'ai parlé, par exemple, du dénigrement, si une mère, elle dit toujours à sa fille qu'elle est, voilà, qu'elle est grosse, qu'elle mange trop, etc. Eh bien, l'humiliation, elle peut arriver si la mère, elle fait cette remarque-là, mais devant des invités, devant des gens. Par exemple, imaginons qu'ils sont à la plage et que sa fille, elle se met en maillot et que la mère, elle lui dit t'as vu combien t'es grosse, etc. Donc là, l'humiliation, c'est beaucoup plus quand c'est la présence des autres. Donc là, on se sent en humiliation. OK? La trahison, tout simplement la trahison, eh bien, elle peut déjà arriver voilà, à partir des... Je suis en train de penser en même temps que j'ai un programme complet sur les blessures et que si vraiment vous voulez approfondir toutes ces blessures, c'est un programme de 6 heures où il y a, non, de 7 heures parce qu'il y a une intro et il y a une heure pour chaque blessure. Et puis, la dernière séance, en fait, c'est vraiment la conclusion avec des techniques, en fait, pour guérir, en fait, ces blessures intérieures. Donc voilà, c'est vraiment ici, je vais aller assez vite pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps, mais si vous voulez vraiment approfondir, il y a un programme spécial là-dessus. Donc je disais, la trahison, c'est tout simplement quand vous faites confiance, comme par exemple quand un parent ne tient pas sa promesse. Il vous dit par exemple qu'il sera là, il te dit voilà, je serai là à la sortie d'école ou du collège parce que la trahison, elle vient déjà un peu plus tard que le rejet, l'abandon, ça vient vraiment très tôt dans la vie, entre 0 et 3 ans, tandis que la trahison vient après. La trahison, c'est quand même, par exemple, si tu promets, si ton parent t'a promis d'être là à la sortie d'école ou d'être là à la fête de la fin d'école et tout, et qu'il n'est pas là. Tu te sens trahi. À l'adolescence, la trahison peut arriver par les copains, copines, qui vont te laisser pour aller vers un autre copain, une autre copine. Et puis, au début de l'âge adulte, la trahison peut venir par un amoureux ou une amoureuse qui te trompe. D'accord? Et tout ça va faire la blessure de trahison. Et ce qui va faire, ben, bien sûr, vraiment, c'est compliqué de détailler tout, mais par exemple, la trahison, elle va donner un tempérament chez la femme. Par exemple, chez la femme, elle va donner un tempérament de femme forte, de femme qui est fermée à ses émotions. Parce que la trahison, c'est comme si on ne sait plus donner confiance, on ne sait plus ouvrir ses émotions aux autres parce que comme on a été trahi, ben on va faire en sorte de ne plus être trahi et du coup, on est fermé à nos émotions. Ce qui fait, c'est que dans un couple, eh ben, cette femme-là, par exemple, qui a vécu la trahison, elle peut être insensible à ce qui se passe chez son mari. Si son mari passe par un moment difficile, s'il est malade, ben en fait, elle devient insensible. Et pour elle, ça peut même être quelque chose, une fierté, parce que ça symbolise en fait la femme forte. Moi, je suis forte, moi, je mène tous les combats, Mais en fait, oui, tu peux être forte, mais tout en ouvrant tes émotions. Donc, si tu es une femme qui m'écoute, sache que le syndrome de la femme forte, ça vient de la blessure de la trahison. Si tu es un homme et que tu es avec une femme qui est vraiment solide, forte, etc., mais qui ne pleure jamais, qui ne laisse jamais les autres avoir accès à ses émotions, ben c'est que probablement elle a la blessure de la trahison. Et puis, il y a l'injustice. L'injustice, c'est pareil. En fait, ce sont les personnes qui ont besoin que tout soit équitable, mais selon eux, dans leur tête. Et quand on dit d'équitable, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, si elles souffrent, eh ben, elles ont besoin que l'autre souffre aussi. Parce que ce n'est pas juste qu'elle souffre que l'autre pas.
Et ça, c'est très nuisible. C'est pas parce que dans le couple, il y en a un qui souffre que l'autre doit souffrir avec. Et donc, c'est là où on peut se retrouver dans une relation où, par exemple, une femme ou un homme qui souffre et qui va rendre la vie dure à l'autre, tout simplement parce qu'il trouve injuste qu'il souffre tout seul. D'accord? Donc là, je vous donne vraiment les grandes lignes rapidos pour que vous puissiez identifier déjà dans un premier lieu donc les comportements. Quand on a le rejet, ben en fait, le rejet, le comportement toxique qui va ressortir du rejet, c'est que si tu as subi le rejet, tu vas être quelqu'un qui va rejeter les autres. Tu vas être quelqu'un, par exemple, qui va aussi provoquer le rejet pour toi. Comment? En t'isolant. Quand tu es avec un groupe, par exemple, voilà, tu es en couple, vous allez en couple chez des amis, il y a plein de monde, etc. Eh ben, si personne ne s'intéresse à toi, au début, en tout cas, tu ne vas pas faire l'effort d'aller vers les autres. Non, tu vas t'isoler, 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 t'effacer, jusqu'à vraiment faire en sorte que personne ne te remarque. Et là, tu te fâches sur tout le monde et tu rejettes tout le monde. À ce moment-là, même si quelqu'un vient te parler, tu vas le renvoyer balader. Et tu pourrais faire ça, du coup, avec ta partenaire ou ton partenaire. C'est-à-dire que si vous êtes en groupe et que tu sens que on ne t'a pas donné l'attention dont tu as besoin, tu pourrais être agressif. Si c'est ton partenaire ou ta partenaire qui fait ça, sache que c'est la blessure du rejet. Alors, ce n'est pas forcément que vous soyez en groupe, ça peut aussi être en couple. Je donne l'exemple encore de tirer des situations que j'entends au cabinet. Par exemple, une femme, elle rentre du boulot, il n'y a personne, donc elle se sent déjà, il y a la blessure d'abandon. C'est toujours elle qui doit tout préparer pour les autres, il n'y a jamais personne pour l'aider. Vous voyez, voilà, quand vous entendez, si tu entends quelqu'un parler comme ça, c'est toujours moi. En fait, quand il y a le toujours, le jamais et le tout, c'est toujours moi qui dois tout faire, c'est toujours moi qui dois porter ça, c'est toujours moi, alors que c'est pas vrai en fait que c'est toujours. Donc peut-être que c'est souvent, mais le toujours et le jamais n'existent pas vraiment. Est-ce que vraiment il y a une personne qui fait toujours tout? Donc, c'est aussi relativisé. Mais si la personne, pour elle, c'est toujours elle et que son partenaire ou sa partenaire ne font jamais rien, ça, c'est la blessure d'abandon. Donc, voilà, je vous donne un scénario. La femme, elle rentre de son travail, donc elle est là. Ah ben oui, personne n'a vidé le lave-vaisselle. Ah ben oui, on m'a laissé encore l'évier rempli. Ah ben oui, la poubelle, elle déborde. Ah ben oui, c'est toujours moi, il n'y a personne pour m'aider et j'en ai marre, etc. L'homme rentre du travail. Il est fatigué et il a envie, donc l'homme, par exemple, il souffre du rejet. Il rentre du travail, il est fatigué, il a eu un souci au travail, il a envie d'en parler. Il a envie d'en parler. Alors, à ce moment-là, la femme qui souffre de l'abandon, elle arrive et elle commence déjà à l'accuser. Ben, tu vois, tu es parti le matin après moi, tu aurais pu vider la vaisselle, tu aurais pu faire ça, mais franchement, je ne peux même pas compter sur toi et tu t'es vu et j'en ai marre de cette relation. Et donc, lui, en fait, sa blessure du rejet, elle se creuse. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là va se taire. Il va se recroqueviller sur lui-même puisque c'est le rejet. Donc, il va se taire. Ce qui se passe, c'est que la femme, comme lui, il ne parle pas, soit il ne parle pas, soit il rigole. Moi, je vous dis un peu les situations que j'ai. Ça arrive aussi que l'homme rigole. J'ai ça, j'ai des hommes comme ça qui me disent, mais en fait, c'est un rire nerveux, je ne sais pas quoi dire et je rigole et je sais que ça l'énerve encore plus. Donc, voilà, et c'est très bien d'en prendre conscience. Donc, l'homme va rigoler et bien la femme va encore se sentir encore plus dans l'abandon. Mais même si elle a un chouïa de blessure, d'humiliation, elle peut croire qu'il se moque d'elle. Et là, c'est la blessure d'humiliation qui se rajoute. Et c'est un dialogue de sourds parce que tous les deux sont en train de se rendre la vie horrible, de se rendre, en fait, ils sont en train de vivre une relation toxique qu'ils ont créée tous les deux par des comportements toxiques à cause de leurs blessures. Donc, vous voyez combien c'est important de prendre conscience de quelles sont vos blessures, quelles sont tes blessures si tu as des comportements toxiques et de comprendre quelles sont les blessures de l'autre avec qui tu vis pour qu'il ait des comportements toxiques. Donc, ça, c'est l'axe numéro 1. Donc, bien sûr, voilà, ça j'ai expliqué, les blessures sont les origines, c'est des besoins non comblés à la base, donc au niveau de la famille et ensuite même
à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, deuxième axe, les croyances limitantes. Alors, les comportements toxiques viennent des croyances limitantes. Je vous donne une croyance qui peut être par exemple, dans les couples, une croyance chez les hommes. Puisque je suis l'homme, je dois avoir l'autorité. D'accord? Ma femme doit m'écouter. Et s'il ne m'écoute pas, je vais forcer. D'accord? Alors, dans un couple, c'est une croyance. Dans un couple, c'est pas qu'il y en a un qui a... Voilà. La question d'autorité, il faut se poser la question, c'est quoi l'autorité? De quoi on parle quand on parle d'autorité? Parce que peut-être que la personne qui parle comme ça, peut-être que, voilà, si toi tu penses ça, est-ce qu'il faut aller voir dans ton schéma de croyance, quand ton schéma de croyance a été formé, ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que tu as eu un exemple d'un père dominant sur ta maman? Est-ce que tu as eu l'exemple, voilà, peut-être aussi après dans l'éducation, dans l'environnement où tu as grandi, peut-être une tante, un oncle, n'importe. Mais en tout cas, à quel moment cette croyance-là s'est formée? Que l'homme, sa position d'homme, cette position, elle est donnée par l'autorité à laquelle la femme doit se soumettre. D'accord? Ça, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans le domaine religieux. Okay, c'est les croyances aussi qu'on peut avoir dans la tradition religieuse. Okay? Alors, une autre croyance, par exemple, c'est la femme doit tout faire. Alors, ça, c'est une croyance que des femmes peuvent avoir, ce n'est pas forcément que les hommes, mais une femme, c'est ça aussi des fois, c'est incroyable. Quand on a le mélange des blessures avec les croyances, avec tout ce que je vais vous expliquer, c'est incroyable. Donc, là, il y a des femmes, comme la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va dire, mais c'est toujours moi qui fais tout. Mais au moment où l'homme voudrait faire quelque chose, elle va le critiquer parce qu'elle trouve qu'il ne fait pas assez. Mais parce que dans sa tête, dans sa croyance, la femme sait faire mieux que l'homme. Mais en même temps, sa blessure d'abandon fait qu'elle se sent abandonnée dans cette tâche ménagère, qu'elle est seule à gérer le foyer. Donc, vous voyez, croyance limitante plus blessure, ça fait un cocktail Malatov et vous allez voir aussi les deux autres axes qui vont arriver. Ça fait vraiment un gros cocktail. Donc, quand vous êtes dans des comportements ou une relation toxique en couple, c'est pas évident de décortiquer les choses tout seul. C'est pour ça que être accompagné, ça peut vous aider également. Et donc là, vous aurez toutes les coordonnées si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à votre situation pour savoir est-ce qu'il s'agit de blessures, est-ce qu'il s'agit de croyances, est-ce qu'il s'agit de peur, est-ce qu'il s'agit de quoi exactement dans votre situation spécifique. Quand on est dedans, c'est très compliqué d'avoir une vue neutre, d'avoir un regard neutre. D'accord? Donc, les croyances limitantes, bien sûr, elles peuvent venir de l'éducation, elles peuvent venir aussi des blessures. Par exemple, les blessures peuvent te donner des croyances du genre, par exemple, tous les hommes sont des profiteurs. D'accord? Donc, si tu as été blessé dans le passé par un homme qui t'a trahi, qui t'a trompé, qui a profité de toi, en fait, dans ta tête, en tant que femme, dans ta tête, tu vas toujours être sur le garde-à-vous. Même en couple, même marié, même après plusieurs années, tu vas être dans le garde-à-vous. Tu vas toujours, en fait, être prête à te défendre si l'homme profite de toi. D'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de ressortir quelles sont tes croyances. Quelles sont ces croyances-là qui te pourrissent la vie? Comment tu peux le savoir? C'est qu'au moment où tu es en train d'agir, où tu as un comportement toxique, en tout cas, tu as un comportement qui n'est pas aligné avec toi, tu sens qu'il y a quelque chose que tu es en train de te comporter, tu t'énerves, tu cries, tu tiens l'autre responsable, tu l'accuses, etc. Pose-toi la question et dis-toi, mais qu'est-ce que je suis en train de penser de l'autre? Et qu'est-ce que je suis en train de penser de ce qui est en train de m'arriver? Parce que chaque croyance est là, elle est à double tranchant. Si je pense et c'est ça que moi personnellement, et vous pourriez voir dans mes réseaux, j'ai déjà fait une masterclass où j'ai raconté mon histoire, ou vraiment comment moi j'ai pu aussi m'en sortir parce que je viens de loin, je viens de violences conjugales, de passif, de passé dans l'enfance où j'ai eu des abus, des viols, etc. Donc j'ai pu vraiment faire pas mal de travail sur moi. Et je vais vous dire une chose.
Quand une femme croit, et c'était mon cas dans le passé, que tous les hommes sont des abuseurs, eh bien, cette croyance, qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a la croyance, moi, je mérite d'être abusée. Moi, je ne suis bonne qu'à être abusée. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une croyance qui se rapporte à l'autre, où on accuse l'autre, en fait, dans cette accusation de l'autre, il y a une croyance qui nous concerne. Donc, au lieu de voir cette croyance-là qui va vers l'autre, voyons voir la croyance que je pense de moi. Et quand j'ai pris conscience que la vraie croyance que j'avais, c'est que je n'étais pas capable de mettre mes limites pour ne plus être abusée, qu'en fait, je suis quelqu'un qui ne m'affirme pas, etc., eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça qu'il fallait que je travaille. Et c'est ça que j'avais travaillé. C'est comment apprendre à mettre mes limites pour qu'on n'abuse plus de moi, en fait. C'est pas que je ne suis pas capable de me défendre, c'est pas voilà, il fallait que je l'apprenne. Et c'est comme ça. Donc, la guérison, détecter l'origine, c'est important pour arrêter un comportement toxique. D'accord? Alors, le troisième axe. Alors, si vous avez des questions sur chaque axe, vous pouvez les mettre dans le chat, vous pouvez partager vos questions en direct et moi, j'y réponds aussi en même temps dans le chat. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y aura un chat, mais bon. Alors, troisième axe, les peurs. Alors, tout ça, chaque axe que je vous explique ici n'est pas à prendre de manière indépendante. OK? Quand je parle de peur, c'est lié aux croyances, c'est lié aux blessures. Tu ne peux pas avoir peur si tu n'as pas une croyance. Tu as peur de quoi? Dans un couple, de quoi tu as peur? Quand tu commences à t'énerver sur l'autre et à lui crier dessus, de quoi tu as peur? Tu as peur qu'il te fasse du mal, tu as peur qu'il profite de toi, tu as peur qu'il prenne ton droit, tu as peur de quoi? D'accord? Tu as peur de perdre ton autorité, tu as peur de perdre le pouvoir, tu as peur... Quelle est ta peur à ce moment-là? Si on les lie avec les blessures, est-ce que tu as peur que l'autre t'abandonne? Est-ce que tu as peur que l'autre te rejette? Est-ce que tu as peur que l'autre te trahisse? C'est ça que les peurs, en fait, le plus important, c'est d'aller voir quelles sont tes peurs. Et ces peurs-là, c'est pour ça que les comportements toxiques sont vraiment que la pointe de l'iceberg. Ici, quand je vous dis identifier vos comportements toxiques, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est quoi le plus important? C'est d'identifier ses blessures, ses croyances, ses peurs. Et le quatrième axe que je vais vous annoncer qui est le plus important. Vraiment, restez jusqu'au bout parce que le quatrième axe, c'est quelque chose que vous n'entendez pas parler ailleurs. C'est très rare qu'on en parle. Donc, le cerveau identifie des peurs suite aux expériences. Vous avez eu des expériences auparavant, vous allez avoir des peurs. Je donne un exemple d'une personne, par exemple, qui a eu un papa alcoolique. D'accord? Elle a eu un papa alcoolique. Aujourd'hui, cette personne, elle a 50 ans. Aujourd'hui, dans son couple récent, donc c'est un couple qui ne date pas d'il y a longtemps, c'est un couple récent. Avant, elle était en couple, mais donc à chaque fois qu'elle était mariée, c'était avec des personnes alcooliques. Donc, ce n'est pas un hasard. On ne choisit pas les gens par hasard, on ne choisit pas nos partenaires par hasard. Donc, ça, c'est prouvé scientifiquement qu'on ne choisit pas notre partenaire par hasard. Donc, si toi, tu as choisi ton partenaire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. D'accord? Un cadeau pour toi, soit de guérison, soit de vivre quelque chose de merveilleux et de justement traverser en fait ces difficultés ensemble. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Parce que la pensée que je disais juste avant, donc je me recentre. Je vais revenir à la pensée que je disais avant. Donc, cette personne-là, par exemple, elle a eu un papa alcoolique. Eh bien, aujourd'hui, en étant mariée, ce qui se passe, c'est que dès que son mari ne répond pas à son appel, donc elle va l'appeler, par exemple, sur le temps du midi, après le travail, quand il finit le travail, sur le chemin de la route, voilà, sur le chemin du retour, dès qu'il ne répond pas, la première idée qu'elle a, c'est qu'il est parti dans un bistrot pour boire. Et elle en est tellement convaincue qu'elle commence à avoir même des symptômes au niveau physique, à trembler, à s'énerver, à ne pas être bien.
qu'est-ce qui se passe? L'homme rentre, il va lui dire, ben, j'étais dans des embouteillages, voilà, je ne pouvais pas te répondre, je sais pas, mon téléphone était en muet ou il était déchargé ou n'importe. Et elle est persuadée qu'il lui a menti. Elle est persuadée qu'il a été boire. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle va commencer à fouiller dans ses poches, à essayer de fouiller dans son téléphone pour savoir est-ce qu'il a été boire, est-ce qu'il a... Et donc là, dans ses poches, elle va trouver un ticket, je ne sais pas moi, d'une pompe essence. Elle va dire, ben oui, au moment où il a été à la pompe essence, il a dû prendre de l'alcool. Et en fait, elle va en fait persécuter, et c'est ce qui s'est passé, elle persécutait en fait son partenaire jusqu'au moment où il a dû partir, donc en séparation temporaire, et ils sont actuellement en thérapie. Donc c'est pour dire que des fois, les peurs, ça peut vraiment empoisonner un couple. Alors, tout à l'heure, je disais, on ne choisit pas son partenaire par hasard, et j'ai dit quelque chose que je voudrais corriger. J'ai dit que c'est un cadeau. Alors, c'est un cadeau Pourquoi c'est un cadeau? Parce que quand tu choisis un partenaire, ce n'est pas par hasard, parce que tu as choisi un partenaire qui correspond à ton schéma de croyance du moment où tu l'as choisi. D'accord? Et c'est tout à fait inconscient. Et quand tu choisis ce partenaire, il te fait vivre des choses, enfin, il te fait vivre, ce n'est pas sa responsabilité, mais toi, tu vis avec ce partenaire toutes ces peurs, ces croyances qui émergent. Grâce à cette relation, tu vas pouvoir prendre conscience de tout ça. Et c'est ce qui est extra. Et quand tu prends conscience de tout ça, ben, tu as le choix, soit de les travailler, de guérir, soit de continuer là-dedans. Et c'est là que, soit à ce moment-là, ben, les deux, en fait, vous allez évoluer, c'est-à-dire que l'autre, peut-être aussi qu'il a des comportements toxiques, parce que l'autre aussi, s'il t'a choisi, c'est pas par hasard. Si l'autre t'a choisi avec tes croyances et tes peurs, c'est pas par hasard aussi. Donc, les deux ne se sont pas rencontrés par hasard. Donc, soit à ce moment-là, les deux prennent conscience et donc vont faire ce chemin de guérison ensemble pour s'élever et pour grandir et pour vivre vraiment une relation magnifique. Et c'est ce que j'ai vraiment le plaisir, en fait, de vivre dans mes accompagnements. Ou soit, ben, c'est qu'une seule personne qui veut grandir et guérir et avancer et l'autre ne veut pas. Il y a un certain moment, la rupture se crée. Elle ne se crée pas parce que celui qui est en train de travailler sur lui-même, il veut créer la rupture, mais la rupture, elle vient naturellement. C'est à un certain moment, les deux ne peuvent plus vivre ensemble. Et bien sûr, ô combien Dieu sait que moi, je suis contre les ruptures. D'ailleurs, mon travail consiste en quoi? C'est vraiment à aider les couples à colmater les choses, à guérir ensemble, à vraiment raviver la flamme, à reprendre vraiment une vie amoureuse comme le premier jour, cette flamme du premier jour, mais sans toutes ces disputes, sans ces comportements toxiques, etc. Mais des fois, c'est vrai que ça peut arriver qu'une personne, elle est tellement dans ses traumatismes et qu'elle veut vraiment pas guérir et qu'elle fait du mal. C'est-à-dire, par exemple, quand on arrive aux situations de violence conjugale où la personne, elle peut devenir un danger pour l'autre, eh bien, vous ne pouvez pas rester à ce moment-là. Quand c'est un danger, que vous êtes vraiment sous menace, c'est quand même dangereux. Donc, oui, on ne choisit pas une personne par hasard, on l'a choisie de manière inconsciente parce qu'elle va nous apprendre des choses, en tout cas à travers cette relation, on apprend des choses pour évoluer. Mais voilà, des fois, il y a des relations qui vont continuer parce que les deux vont faire le travail. Des fois, il y a des relations qui se rompent à un certain moment. Malheureusement, et je le dis vraiment malheureusement. Alors, quelles sont les peurs? Je vais vous donner deux peurs, par exemple. C'est si je dis non, d'accord? Si je dis non à l'autre, je risque d'être humiliée. Donc, je vais toujours lui dire oui. Parce que si je lui dis non, elle va commencer à m'insulter, à me crier dessus, surtout dehors. Si on est dehors, je ne dois vraiment pas dire non. D'accord? Donc, ça va être un partenaire. Donc, si toi, par exemple, tu as peur de dire non à ta partenaire ou ton partenaire parce que tu as peur de sa réaction, tu as peur qu'il devienne hystérique, qu'il s'énerve, etc., ben, en fait, c'est une peur que tu as chez toi et du coup, en fait, tu es en train de faire aussi un comportement toxique dans le sens où tu ne poses pas tes limites. Tu laisses l'autre, en fait, venir te piétiner et ne pas te respecter. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. Je crois que l'autre exemple ne s'applique pas ici. Alors,
le quatrième axe, on arrive bientôt à la fin et je trouve que c'est extra, tout ce que je suis en train de partager et vraiment en partageant avec vous, pour moi, ça représente un voyage à travers ces quatre axes. Et le dernier axe, vraiment, si vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine que vous y intéressez, que vous vous y intéressez. Ça vaut la peine vraiment que vous puissiez aller creuser dedans. Sachez que je propose des consultations d'une demi-heure maximum pour vraiment vous aiguiller si cela est nécessaire pour vous donner, pour vous mettre sur des pistes et pour aussi vous expliquer quel est l'accompagnement que je fais qui pourrait vous convenir plus par rapport à votre situation. Donc, n'hésitez pas à réserver ce créneau d'une demi-heure pour qu'on puisse discuter de votre situation et mettre le doigt sur la cause et le travail nécessaire que vous pourriez faire. Donc, ce quatrième axe, c'est ce que j'appelle le transgénérationnel. Donc, si par exemple, pourquoi c'est important ce quatrième axe? Parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé les blessures, qui ont travaillé les croyances, qui ont travaillé les peurs, en sachant, je mets un petit point important, c'est que les blessures, les croyances et les peurs, on les travaille constamment. Mais on peut déjà faire un gros travail de base. Après, ça va être toujours le travail d'entretien. Vous avez des outils, c'est ça aussi dans mes coachings. En fait, je vous donne des outils pour être autonome. Moi, mon but, c'est pas qu'on puisse être en coaching à vitam aeternam. Le but, c'est que vous ayez des outils pour les utiliser dans votre vie quotidienne à chaque fois pour switcher au niveau de vos pensées, pour ne plus être victime de vos croyances, de vos blessures et de vos peurs. D'accord? Mais, admettons, on a travaillé tout ça et malgré ça, il y a encore des comportements toxiques. Eh bien là, on remonte au transgénérationnel. Et d'ailleurs, moi, le transgénérationnel, c'est avec ça que je commence. Parce que ça, c'est un terrain, vous connaissez le terrain de mine, un terrain où il y a des mines et on ne sait pas où ils sont. Et on ne peut pas avancer dans ce terrain, on ne peut pas les cultiver, on ne peut pas bâtir quoi que ce soit dessus tant qu'on ne sait pas où sont les mines. Eh bien, c'est ça, pour moi, le travail sur le transgénérationnel. Je commence avec ça avant d'aborder le reste. Alors, c'est quoi? C'est quoi l'épigénétique? D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi l'épigénétique. C'est qu'en neurosciences, alors pour moi, les neurosciences, c'est une passion. Alors, ça vient de ma formation, la formation de psychologue. Donc, moi, je suis en master de psychologie en Belgique. Et donc, les neurosciences, c'est une passion pour moi, le fonctionnement du cerveau. Et donc, il faut que vous sachiez que la mémoire, elle ne se trouve pas seulement dans notre cerveau. Il faut savoir que la mémoire se trouve dans notre ADN. À chaque fois qu'on est en train de vivre un événement, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la protéine transcriptrice qui va sortir de son nid dans chaque cellule de notre corps et qui va aller retranscrire dans l'ADN ce qu'on est en train de vivre. OK? Ça veut dire quoi tout ce charabia? Ça veut dire tout simplement que la mémoire, elle est non seulement dans notre cerveau, mais elle est dans notre corps. Ce qui veut dire que notre corps peut agir d'une manière que nous, on ne veut pas parce que c'est nous qui lui avons demandé, mais c'est parce que c'est la mémoire qu'il a emmagasinée. Un exemple tout simple. Nous sommes en Europe. Quand vous voyez un serpent, vous sursautez, vous allez fuir, vous allez courir. Pourquoi? Parce qu'en Europe, un serpent, c'est venimeux, c'est attention, même si ce n'est pas venimeux, mais dans notre tête, voilà, on n'a pas l'habitude des serpents. On va en Afrique. Un petit garçon qui a vécu avec les serpents, qui a grandi avec les serpents. Voilà, moi, je viens du Maroc. Ma mère, elle m'a déjà dit que quand elle était petite, ils jouaient avec les serpents, ils les mettaient dans leur poche. Pour eux, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Donc, quand ils vont voir un serpent, leur corps ne va pas réagir de la même manière que nous. Nous, on a hérité. En fait, il y a une mémoire dans notre corps que si on voit un serpent, on a beau te dire que le serpent, il n'est pas dangereux, ça ne rentre pas là, ça ne rentre pas. Ton corps va commencer à se crisper et va dire « Non, c'est pas possible ». Eh bien, c'est ça. Donc, quand tu vis quelque chose, et c'est ça qui est intéressant avec le transgénérationnel et l'épigénétique,
c'est que il y a des personnes qui agissent d'une manière dans leur couple que ça ne vient pas de leur histoire, mais ça vient de l'histoire de leurs ancêtres. D'accord? Je donne un exemple tout simple qui n'a pas de lien avec le couple, mais par exemple, si vous voyez toute la génération qui a suivi la guerre, ce sont des enfants, malgré qu'ils n'ont pas vécu la guerre, malgré que même pendant la grossesse, la mère, elle n'était pas en guerre, mais comme la mère a vécu la guerre dans son enfance, dans son adolescence, etc., ça a été emmagasiné dans son corps et dans son ADN, et du coup, ça a été transmis donc génétiquement à son enfant qui, lui, a des séquelles de guerre. Je vais vous donner un autre exemple d'une personne que j'avais accompagnée, une personne qui avait la phobie des guêpes. Donc, j'ai fait le travail avec elle parce que moi, je travaille avec une technique qui s'appelle l'EFT, donc Emotional Freedom Techniques. Donc, c'est une technique psychocorporelle qui va aider à faire sortir les traumas du corps. OK? Et donc, cette personne-là, dès qu'elle voit, donc c'était une adolescente de 16 ans, dès qu'elle voyait les guêpes, en fait, elle était figée ou alors elle va courir, aller s'abriter à la maison parce que souvent c'était dans le jardin ou quoi, ils mangeaient ou quelque chose comme ça et puis elle pouvait renverser la table, elle pouvait faire n'importe quoi. Et donc, en travaillant avec elle, j'avais beau lui poser des questions, à quel moment ça a commencé, j'essaye de la faire renvoyer vraiment dans son enfance, à quel moment elle a vu les guêpes pour la première fois, comment elle a réagi, etc. On n'arrivait vraiment pas à trouver l'origine. Et tout d'un coup, en faisant ce travail-là de EFT avec elle, où on tapote et on répète cette phrase-là pour vraiment ressortir la mémoire, eh bien, on est arrivé à la conclusion, tout simplement, que le dard, donc le dard de la guêpe, enfin la guêpe ou les abeilles, elle s'était mélangée. Du moment qu'elle entendait zzz, elle avait de la panique. Et en fait, le dard, il est le symbole d'autre chose. Et donc, je vais vous dire c'est quoi le symbole et vous allez comprendre. En fait, j'ai pris la maman en aparté et j'ai posé la question à la maman si elle avait subi un viol. Et donc, pour moi, le dard était tout simplement le symbole de l'organe génital de l'homme. Et vous voyez comment le corps, en fait, la maman, bien sûr, elle m'a confirmé que non seulement elle, mais également la grand-mère a vécu un viol. Et comment l'adolescente, en fait, elle a pris ce traumatisme qui a été transmis de génération en génération, elle l'a eu dans son corps, et du coup, elle avait peur du dard. En fait, elle avait peur de se faire piquer. Elle avait peur, en fait, que le dard de l'abeille, enfin de la guêpe, entre en elle. Est-ce que vous voyez le symbolique? Donc, ça, c'est quelque chose qui est énorme. C'est un terrain, mais vaste pour aller ressortir. Si aujourd'hui, vous êtes dans une relation toxique dans votre couple, mais que vous avez l'impression de tourner en rond, il y a des choses, des fois, qui viennent du transgénérationnel. Même si vous n'avez pas vécu une expérience malheureuse, des fois, c'est vos parents, c'est vos grands-mères, vos grands-pères. J'ai eu la situation aussi avec une femme qui, par exemple, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle va se marier, elle va avoir des enfants, et puis l'homme disparaît, il va l'abandonner. Et puis, rebolote, elle va rencontrer un autre homme, elle va encore être abandonnée. Et puis, moi, dans ma tête, ben voilà, la blessure de l'abandon, ben tiens, est-ce que tu as été abandonnée? Elle me dit non, moi j'ai mes parents, tout va bien, etc. Et puis, on fait le génogramme. Donc, le génogramme, c'est un outil aussi de la psychogénéalogie. On a fait le génogramme et qu'est-ce qui s'avère? C'est que sa propre mère a été abandonnée et la mère de sa mère a été abandonnée. Donc, toutes les deux ont été abandonnées dans un orphelinat. Il y en a juste une qui a été récupérée des années après, enfin soit. Et donc, cette femme-là, elle a hérité en fait l'expérience de l'abandon. Et du coup, elle revit l'abandon à chaque fois, elle le revit. Donc, pour aller droit au but, la psychogénéalogie, c'est vraiment la dernière clé. Si vous avez tout essayé et que ça ne marche pas, la psychogénéalogie, c'est la dernière clé. Donc, le transgénérationnel, allez voir vraiment ce qui s'est tramé. Et là, on fait des protocoles. Donc, moi, je vous fais des protocoles psychocorporels qui vous aident à vous libérer, en fait, de cette mémoire que votre corps a emmagasinée et de créer une nouvelle mémoire. Parce que
On ne peut pas enlever quelque chose sans remettre quelque chose de nouveau. C'est de créer une nouvelle histoire. C'est de changer ses pensées, ses croyances, ses peurs. En fait, les blessures, ça devient de l'histoire ancienne. Et là, il y a une transformation. Et là, en fait, vous voyez votre couple revivre. Si vous êtes célibataire aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à être en couple à cause de ça, ben vous voyez tout d'un coup, en fait, moi, j'ai vu des personnes, grâce à ça, rencontrer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui suivent, rencontrer la bonne personne qui leur correspond. Pourquoi? Parce qu'en dégageant en fait cette mémoire négative de leur corps, ben, ils ont pu en fait débloquer quelque chose, débloquer en fait tout ce qui les empêchait de rencontrer la bonne personne. D'accord? Donc, voilà, j'ai expliqué par rapport au cerveau que c'est une grosse machine qui enregistre vraiment tous les moindres détails. Et du coup, en fait, le cerveau, quand il sécrète les neurotransmetteurs, ça va dans le corps et ça va créer justement cette pulsion pour emmagasiner, pour retranscrire en fait l'événement que vous vivez. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai dit au tout début, quand j'ai des personnes, par exemple, qui viennent et qui me disent « mais je ne sais pas pourquoi, je ne le supporte plus ». Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il s'approche de moi, je ne peux pas le supporter. Donc, il y a des femmes comme ça qui me disent « mais moi, par exemple, le moment d'arriver au lit, le moment du soir, parce que je sais que mon mari va vouloir me toucher, eh ben, j'angoisse. Je ne suis pas bien, je commence à trembler, j'ai de la fièvre, Et en fait, pourquoi? Parce que cette personne-là a vécu des choses voilà, de l'ordre de l'abus, du viol, etc. Ça peut être dans sa propre vie, mais ça peut être aussi venir de son ou de son papa, etc. D'accord? Souvent, la fille avec la maman et souvent le père avec, par exemple, un homme qui a justement, parce que les comportements toxiques, il faut savoir aussi qu'il existe la sexualité toxique et ça, c'est encore un autre sujet. Si Maxime, tu veux m'inviter un autre jour pour ce sujet-là qui est très épineux, la sexualité toxique, c'est que tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, non, je dis volontiers, volontiers. C'est intéressant, très intéressant. Oui, oui. En fait, il y a des personnes qui peuvent ne pas du tout avoir de comportement toxique en journée, enfin, dans la vie de tous les jours, mais être toxique au lit. Et là, c'est d'avoir vraiment, c'est ça qu'on appelle la sexualité toxique, c'est faire du chantage, faire des accusations, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que c'est un sujet encore plus vaste, mais c'est juste pour vous dire, vous voyez par exemple une femme qui a vécu par exemple un trauma comme ça, quand elle va arriver au lit, elle peut accuser son mari d'être un obsédé du sexe, d'être violent, alors qu'en fait, c'est elle qui a du mal avec la sexualité. D'accord? Et vice-versa. Un homme aussi, il peut accuser sa femme d'être frigide, d'être insensible, etc. Alors que lui, en fait, il a eu un autre traumatisme qui fait que il a peut-être une panne d'érection ou voilà, une éjaculation précoce, etc. Tout ça, ce sont des choses aussi que j'aborde dans mes accompagnements. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi en parler. C'est que j'aborde non seulement à partir du moment où vous rencontrez une personne, où vous voulez rencontrer une personne, jusqu'aux problématiques non seulement de communication, mais aussi des problématiques sexuelles dans le couple. D'accord? Donc, tout ça pour dire que le corps réagit. Et c'est pour ça que je parle de sexualité, parce que le corps ne peut pas mentir. Vous avez beau vouloir vous mentir ici, en fait, le corps, il a une mémoire. Et c'est pour ça que le corps peut vous saboter dans vos relations si vous ne dégagez pas la mémoire qui a été emmagasinée. D'accord? Voilà, donc je voudrais vous faire un petit exercice rapide. Est-ce que vous pouvez juste fermer les yeux? Et je vous demande d'imaginer un moment le plus effrayant de votre vie. Le moment le plus choquant de votre vie. Vous le voyez là, vous le visualisez? Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous avez les poils qui se hérissent? Est-ce que vous avez la poitrine qui se noue? Peut-être un nœud à l'estomac ou à la gorge? Des palpitations? Imaginez ce moment effrayant.
Est-ce que vous avez une difficulté à respirer? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Votre corps est en train de revivre la situation comme si elle était encore réelle. Là, je vais vous demander de switcher. Visualisez le moment le plus heureux de votre vie. Allez-y. Voilà, on va sortir de ce moment du passé. Allez, respirez bien. Prenez une grande respiration. D'ailleurs, la respiration, c'est une des techniques pour réguler son système nerveux et pour justement aussi modifier la mémoire dans le corps. Et quand vous soufflez, imaginez que vous soufflez toute la tension. D'accord? Et là, imaginez un moment joyeux, heureux. Certains auront peut-être du mal de passer de l'un à l'autre et ils auront peut-être dans leur corps encore un peu de tension. Mais dans tous les cas, juste le fait que je vous demande de sortir de ça et d'aller vers un moment joyeux, déjà votre corps va commencer à s'apaiser. Et peut-être chez certains, d'autres qui ont une facilité à visualiser, ils peuvent déjà se sentir joyeux, se sentir légers, etc. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, votre corps, il a une mémoire. Et quand vous êtes dans une situation qui est un stimuli, c'est-à-dire un stimulus, c'est-à-dire une situation qui va vous rappeler, mais pas à vous, elle va rappeler à votre corps une situation du passé, ben, qu'est-ce qui se passe? Le corps va réagir à nouveau de la même manière. Et ça, c'est le point qui reste des fois le plus difficile à résoudre quand on fait des thérapies. Je ne pense pas que c'est quelque chose que beaucoup pratiquent. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça, c'est mon point, ma zone de génie, c'est d'aider les personnes à prendre conscience de ça. Et d'en prendre conscience rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 10 séances pour qu'on puisse prendre conscience de ça. Des fois, dès la première séance, je mets la main, je mets le doigt sur la cause qui est déjà là. D'accord? Pour ceux qui ont encore les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. On revient. Revenez avec nous. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a une dissonance entre votre mental conscient et l'inconscient. Ce qui constitue, en fait, votre inconscient constitue plus de 90%, donc plus de 90% de ce qui guide vos choix et vos décisions et vos comportements. Donc, si vous êtes dans un couple, donc pour clôturer, si vous êtes dans un couple et que toi, je vais te tutoyer, si tu as des comportements toxiques et que tu te dis c'est plus fort que moi, je ne comprends pas, j'arrive pas à arrêter, ou que tu es avec un partenaire, une partenaire qui a des comportements toxiques et que toi, tu en as marre et que tu as besoin vraiment d'avoir du répit, d'arrêter ça, eh bien, vous pouvez venir me voir tous les deux ou tu peux venir me voir seul et on peut entamer ce travail ensemble. D'accord? Donc, il est primordial vraiment de faire ce travail. Et quand on travaille sur le transgénérationnel, en fait, ce que j'observe surtout, c'est que c'est un travail radical qu'on n'a pas à refaire plus tard parce qu'on enlève en fait le problème à ses racines. Quand on parle des racines, ben c'est ça. En fait, tous les traumas que vous avez hérités, ben en fait, on les enlève aux racines. OK? Donc, j'utilise l'EFT pour ça. Et l'EFT aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique où on n'a pas besoin du mental. Quand vous partez chez le psy, et moi aussi, voilà, je suis future psy et je sais qu'on nous forme pour ça, le travail va consister à parler. Et on va parler et ça va être juste le mental. Mais le problème, c'est que quand les traumas ou les croyances, les peurs, les blessures sont emmagasinés dans ton corps, ce n'est pas le fait de parler qui va t'aider. Tu as beau parler, c'est pour ça que tu pourras rester en thérapie des années et ça ne change pas. Il y a peut-être un petit mieux, mais ça ne change pas parce que ce n'est pas au niveau de ton mental, c'est descendu au corps. Et donc, c'est dans le corps qu'il va falloir travailler. OK? Donc, voilà. Je crois que j'ai tout abordé. J'ai tout abordé. Alors, pour clôturer, pour vous parler un petit peu de mes offres,
Donc, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille en accompagnement. Donc, je ne travaille pas à la séance, je travaille en accompagnement parce que, comme vous venez de voir, c'est des axes qu'il faut vraiment approfondir sur une durée. Donc, moi, je pars sur une durée de 3 mois à raison de se voir chaque semaine ou de 6 mois à raison de se voir toutes les 2 semaines. D'accord? Parallèlement à ça, ben, quand on se voit, soit en Zoom, soit en présentiel, si vous êtes dans la région où je suis, eh bien, parallèlement à ça, vous avez une plateforme où il y a en fait toute la connaissance que vous devez savoir. Par exemple, au niveau des blessures, en fait, tout le programme de blessures est inclus. Donc là, le coaching dont je vous parle, ça s'appelle le shift. Donc, c'est comment shifter de réalité, comment changer, faire un changement radical de votre réalité aujourd'hui où vous êtes en train de vivre des comportements toxiques. Eh bien, comment shifter votre couple, que votre couple puisse être dans une relation harmonieuse, heureuse, où vous vous entendez, où vous êtes vraiment, comme on dit chez nous en marocain, c'est-à-dire comme le miel, voilà, comme le miel, comme le beurre et le miel. Donc, parallèlement donc, aux séances en face à face, il y a sur une plateforme tout le programme sur les blessures, sur les croyances, sur les peurs. Également, vous avez des séances de d'EFT en replay que vous allez pouvoir aussi faire tout seul chez vous, que vous allez pouvoir pratiquer. Je vous apprends aussi ces outils-là pour que vous puissiez aussi, dès que vous êtes pris de panique, par exemple, dès que vous voyez une colère qui va monter contre votre partenaire, eh bien, je vous donne un outil qui, en 5 secondes, en fait, fait baisser la colère. En fait, voilà, la gestion des émotions, le fait d'apprendre aussi à vous connaître, le fait d'apprendre votre personnalité, de comprendre votre personnalité, de comprendre votre vécu pour pouvoir l'exprimer à l'autre. Donc, c'est un panel assez riche. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner un lien. Je vous mets un lien en dessous. En dessous, en dessus, ça dépend où est-ce qu'il va être. Mais en tout cas, il y aura un lien où tout est expliqué. Vous allez pouvoir soit réserver une séance de 30 minutes pour qu'on puisse en parler si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, ou vous pouvez vous engager tout de suite, donc sur un engagement de 3 mois ou de 6 mois. Alors, le prix de cet accompagnement est de 3 000 euros. Vous avez la possibilité de payer par mois quand c'est 3 mois, donc c'est payé une fois, donc 1 000 euros par mois, de le payer sur les 6 mois, et donc là, ça fait 500 euros par mois. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt à un shift total, à une transformation totale de ton couple? Combien d'années tu es resté dans ce comportement toxique? Combien d'années tu as supporté? Peut-être que ce n'est pas ton premier couple. Peut-être que tu as déjà eu d'autres couples. Est-ce que tu as envie encore de continuer ce schéma répétitif ou tu as envie de dire stop? Donc, c'est le moment, c'est l'occasion. Et je crois que le meilleur investissement, et je le dis parce que j'en ai fait des frais et je vois des gens qui en font encore les frais, c'est que le meilleur investissement, c'est celui que tu fais sur toi et sur ton couple. Parce que ça touche après tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas être bien dans ton boulot, dans ton business, dans ta famille, dans tes relations sociales, dans ton corps, si ça ne va pas dans ton couple. Tu vas essayer toujours de te mettre une armure, de te mettre une carapace pour dire, voilà, je vais y arriver, même si ça ne va pas, je vais y arriver, même si ça ne va pas. Mais en réalité, tu sais qu'en fait, tu nages à contre-courant. Parce que ce qui se passe dans ton couple, en fait, emporte tout avec. Comme un tsunami qui emporte tout avec. Donc, tu as la possibilité de changer les choses. Voilà. Donc, je t'attends de l'autre côté, à l'autre bout du fil. Merci, Maxime. Alors, je reviens. Voilà. Waouh, 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 waouh. Ah, c'était très intéressant. Vraiment, merci, merci. Tu as vraiment donné beaucoup de clés, beaucoup de contenu. Et donc, voilà, après, il y a plus qu'à pratiquer, mais justement, hein, tu as donné les liens, tu as parlé de tes offres. Donc, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Bon, là, tu as déjà donné un mot de la fin, mais si tu en as encore un, mais en fait, tu as tout dit. Voilà, si on est bien dans son couple, eh ben, effectivement, ça va avoir de l'impact sur les autres domaines de nos vies, parce que c'est important, justement, cet équilibre. Hein, c'est pareil aussi, si au niveau business, ça va très bien, mais ça ne va pas au niveau du couple, si ça ne va pas au niveau de la santé, en fait, tout est lié. Ouais. Donc là, toi, c'est vraiment spécialisé pour le couple. Alors, c'est bien que tu parlais aussi de la sexualité, parce que c'est là aussi, tu vois, quand tu as parlé de ça, je me suis dit, bah ouais, effectivement, en fait, dès qu'il y a un blocage, en fait, c'est là où il faut vraiment
Ouais. pouvoir travailler. J'ai bien aimé, en fait, tu as parlé aussi du corps et effectivement, quand tu as expliqué d'aller voir un psychologue, bah oui, c'est mental, mais il y a aussi le corps qui enregistre et parfois on ne sait pas comment se libérer de ça. Donc, waouh, Ouais, ouais. c'est vraiment super. Merci beaucoup, Da. C'est tellement vaste. Le mot de la fin, ça serait n'attends plus, n'attends plus. Que ce soit avec moi ou ailleurs, mais vraiment, si aujourd'hui tu C'est as le moment. écouté, Ouais. voilà, si tu as écouté aujourd'hui cette masterclass, n'attends pas. Et si tu attendais un signe, ben, tu l'as, ton signe. Il est là. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus, Ben, c'est mais il faut ça. agir. C'est Il faut ça, agir. voilà. 2022, on passe à l'action, on n'attend pas encore 2023. Yes. Parce que souvent, c'est vrai, moi, j'ai des clients que je rencontre et enfin, qui ne sont pas encore clients qui me disent, bon, je vais attendre, on va voir l'année prochaine. Mais en fait, sur un an, il n'y a rien qui se passe. Parce que Ouais. d'ailleurs, on se dit, non, ça va aller, comme tu dis, la carapace, ça va aller, ça va aller. Puis à un moment donné, après un an, on dit, bon, tout compte fait, ouais, je vais le faire. Mais tu as quand même perdu un an à essayer de réfléchir et voilà, à être trop dans la logique, analyser, tout ça. Non, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et en tout cas, voilà, tous les coachs qui sont là depuis le début, depuis dimanche, ce sont des personnes de qualité qui ont fait un travail déjà sur eux, donc ils savent de quoi ils parlent. Hein. C'est pas juste on a lu dans des livres et puis ça y est, on va impressionner les gens. Non, ils savent. Voilà, comme Ouda, voilà, qui est passée par des moments difficiles, donc elle sait de quoi elle parle. Elle est sortie de là. Vous voyez maintenant comment elle est épanouie, comment elle est heureuse. Et elle avance, voilà. Donc voilà. Et si vous voulez avancer, eh ben avancez avec nous. Voilà, on est là pour vous booster, pour vous aider. Et en tout cas, c'était vraiment chouette. Voilà, merci Ouda. Et puis Merci bah, Maxime. je te dis à bientôt alors. À bientôt. Ciao, ciao, Merci. ciao.